Messieurs, bonjour. 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 Alors, on a l'habitude jusqu'ici d'entendre plutôt parler de l'autopartage comme étant plutôt une menace pour les groupes automobiles, et en tout cas une tendance qui pourrait faire baisser les revenus des constructeurs automobiles à terme. Alors, si vous êtes venus en fait tous les deux ici, c'est que vous avez trouvé, vous, François-Xavier, cofondateur de Trip and Drive, et vous, Mathieu, directeur de la stratégie de Citroën, un terrain d'entente, un nouveau concept que vous avez inventé. Est-ce que vous pouvez nous en parler le plus clairement possible? Oui, en fait, avant d'entrer dans le concept de Trip and Drive, ce qui nous a permis de nous rencontrer avec Citroën, c'est la conscience d'enjeux fondamentaux que est en train de connaître l'industrie automobile et qui font qu'on s'est rapprochés. Je pense que je te laisserai mieux en parler que moi. Absolument, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé chez Citroën, nous, à la façon de consommer des gens, en règle générale, et on s'est aperçu de plus en plus tous les systèmes qui fonctionnaient, et qui fonctionnaient d'ailleurs dans le monde entier, c'était des systèmes qui étaient basés, on a retenu deux mots, si vous voulez, qui étaient l'optimisation de ce que l'on a, et puis l'expérience. Et du coup, on s'est dit, voilà, on va avoir des propriétaires de voitures, comment faire pour optimiser cet achat qu'ils ont, ce bien, et puis comment faire pour qu'ils puissent le faire, justement, de façon sans contrainte et agréable. Et c'est là, quand on voit Trip and Drive qui va pouvoir expliquer en détail justement ce qu'il propose, on s'aperçoit que ça amène et optimisation parce qu'on rentabilise son achat, sa voiture, et expérience parce que le client n'a rien à faire. C'est-à-dire que c'est Trip and Drive qui est l'intermédiaire et qui va s'occuper de faire tout ça. Donc ça répondait, si vous voulez, à des critères qui sont déjà mondiaux, c'est-à-dire que les gens consomment comme ça partout dans le monde et qui sont la pleine tendance qu'aujourd'hui que l'on voit et qui se multiplient. Donc ça complétait notre offre, c'est-à-dire que c'est encore plus facile demain d'être propriétaire de sa voiture. Oui, exactement. Pour moi, l'élément déclencheur en fait, qui fait que ça a du sens de travailler ensemble, c'est que il y a quelques années, les constructeurs automobiles regardaient avec circonscription tous ces idées et tous ces projets. Et je pense que la vitesse de déploiement de modèles comme Uber, qui ont complètement disrupté la manière dont on consomme la voiture et dont, le rapport à la voiture, ont fait que les constructeurs ont décidé de passer une étape et d'arrêter de regarder ce qui se passait et de vraiment devenir acteur. Et c'est en ce sens-là que ça a beaucoup de sens de se rapprocher de Citroën. Donc concrètement, ce qu'on essaye de faire à Trip and Drive, c'est de vous permettre de réduire le coût de possession de votre voiture en optimisant l'usage. Quand vous partez en déplacement, quand vous n'en avez pas besoin, vous nous la confiez et elle sera louée pendant votre absence par un tiers à la gare, à l'aéroport ou à côté de chez vous. Ça vous permet d'avoir un parking gratuit, de gagner un peu d'argent et de réduire votre coût de possession de la voiture. Et en fait, avec Citroën, on a développé et on développe en fait plusieurs aspects qui concernent différentes typologies d'usage. Donc très concrètement, le premier pilote qu'on a fait, c'est permettre aux gens qui venaient acheter des Citroën en fait, de bénéficier de bonification de leur rémunération pour réduire leur coût de possession et profiter d'un parking gratuit au sein de Paris intramuros. Voilà. En gros, si je résume, c'est une nouvelle manière finalement d'acheter une voiture qui est, j'ai pas les moyens de m'acheter une voiture, mais je vais l'acheter et la mettre à disposition en location. C'est ça en fait, si je résume. C'est un nouveau moyen. Voilà, un nouveau moyen d'accéder à la propriété. C'est ça ? Ah voilà, ça vous simplifie largement l'accès à la propriété. Et donc du coup, grosso modo, pourquoi les gens réfléchissent à acheter des voitures ou pas, c'est souvent des contraintes économiques. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils en ont pas envie, c'est qu'ils veulent être sûrs qu'économiquement, ça va pas leur coûter trop cher. À partir du moment où on leur enlève une partie et une grosse partie de cette pénalité économique, ça rend l'accessibilité beaucoup plus facile. Et plus il y a des gens qui utilisent Trip and Drive, plus il y a des gens qui achèteront aussi des voitures. Donc c'est absolument complémentaire. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va contre, bien au contraire, c'est quelque chose qui va faciliter. Et c'est cette complémentarité qui nous a séduits et qui a fait que s'associer avec une start-up comme ça, qui a une forte réactivité, ça ne peut être que bénéfique pour nous et forcément pour nos clients. Ouais. Alors, c'est testé, le concept est testé depuis mars dernier, c'est ça, à Paris. Ouais. Premier bilan, du coup quelques semaines après. Le premier bilan sur le périmètre qui a été testé est hyper intéressant. On a calculé en gros que l'impact additionnel sur les ventes directes était de l'ordre de 3 à 5%. Voilà. Sur un tout petit périmètre, mais à l'échelle d'un constructeur automobile, c'est juste colossal.
Alors, c'est un impact, en effet, qui est déjà très significatif. Et c'est un autre impact aussi en termes d'image et en termes de clients. C'est-à-dire que ça a amené aussi des clients qui n'étaient pas Citroën à la base, mais qui se disaient, finalement, puisque cette marque nous facilite et nous offre quelque chose qui va nous permettre d'accéder à l'automobile plus facilement, pourquoi pas aller chez Citroën. Donc, si vous voulez, il y a un aspect quantitatif, on va dire, et qualitatif. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur les deux tableaux. À partir du moment où les clients s'y retrouvent et trouvent que pour eux, c'est bénéfique, ça nous amène plus de clients et des clients plus jeunes et d'un autre profil. Donc ça, c'est absolument aussi très important pour nous, pour notre marque. Oui, l'intérêt pour vous, Mathieu Bellamy, c'est surtout qu'on le sait, l'âge moyen d'accès à la propriété, enfin, l'âge à laquelle on achète une voiture, c'est plutôt 50 et plus, 50 ans, ouais. 55 55 ans en moyenne. 55 ans, voilà. Donc là, vous visez clairement un public jeune, citadin, qui a l'habitude de tout faire en autopartage, en partage, voilà, qui va en vacances avec Airbnb, qui prend des gens dans sa voiture avec le Blablacar, c'est ça? Alors, c'est ça, un public plus jeune, citadin, et puis j'ai envie de dire plus moderne, c'est-à-dire qu'il y a une conception maintenant de la propriété des objets qui fait qu'on n'hésite pas à le rentabiliser et puis même à le prêter, ce qui permet de faire autre chose justement. C'est que les loyers que vous allez toucher vous permet de vous offrir autre chose. Donc c'est quelque chose qui est complètement bénéfique. Une voiture, ça sert en moyenne 5% du temps. Donc je veux dire, c'est quand même assez faiblement utilisé au regard justement de la durée où on la possède. Donc cette clientèle qui aujourd'hui est moins acheteuse de voitures parce qu'elle a moins les moyens, c'est-à-dire que clairement le pouvoir d'achat des jeunes entre 18 et 24 ans est le plus faible et surtout n'a pas augmenté durant ces 20 dernières années, donc ce sont les plus touchés, leur permet justement cet accès à l'automobile et d'une façon moderne. Encore une fois, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette modernité. Les marques ne vivent que si elles sont dans l'air du temps. C'est ce que souhaite Citroën aussi. Et d'ailleurs concrètement, si là j'achète une... voilà, je tente le concept et que j'achète une voiture Citroën que je la mets en location, qu'est-ce que ça va me rapporter? En gros, quelle économie je vais faire grâce au choix que j'ai fait? Très concrètement, ce qu'on a promu pendant le POC, c'est une réduction de 25% de la mensualité, en nous la confiant 7 à 8 jours par mois quand vous ne l'utilisez pas. Voilà. Et quand vous raisonnez dans un univers parisien où la contrainte du stationnement est extrêmement forte, déjà vous bénéficiez d'un parking gratuit à proximité de chez vous, et en plus de ça, le revenu va vous permettre de réduire la mensualité de l'ordre de 25% du coût du leasing. Voilà. Ça, c'était une offre qu'on a donc développée et qui vise vraiment les gens qui sont les nouveaux acquéreurs de voitures. On est en train de développer une offre qui vise le parc existant. Donc là, les gens qui disposent d'une Citroën et qui, peu à peu, vont de moins en moins l'entretenir chez Citroën. Donc là, c'est aller les chercher en leur proposant de réduire le coût d'entretien de leur voiture. Voilà, que leur voiture, en fait, leur finance l'entretien. Voilà. Et la dernière brique sur laquelle on travaille, c'est d'aller encore plus loin que ça. C'est chercher les gens qui n'ont plus accès à la voiture ou qui ne veulent plus y avoir accès, en leur proposant d'avoir accès à une voiture sur la base d'un forfait jour qui leur garantit un accès à une voiture. Donc ils n'ont plus besoin d'acheter la voiture, ils vont juste acheter ce dont ils ont besoin, leur forfait de mobilité annuel. Voilà. Alors, ils seraient propriétaires d'une voiture sans être propriétaire? Exactement. Donc, ils loueraient une voiture pour la journée, c'est ça? C'est vous par exemple, vous avez besoin vous consommez effectivement 100 jours par an de véhicule. C'est votre besoin de mobilité. Aujourd'hui, vous habitez à Paris, vous n'avez pas envie d'acheter une voiture, donc vous n'allez pas le faire. En fait, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir votre voiture, mais juste pour les 100 jours. Et le reste du temps, la voiture est mutualisée. Et c'est typiquement ce genre d'offres qui vont permettre d'aller chercher des gens qui sont démotorisés par choix ou parce qu'ils le subissent, quoi. Et de leur permettre d'avoir accès à la voiture de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus souple que tout ce qui a pu se faire jusqu'à présent. Alors on imagine clairement tout le monde se dit quelles économies je pourrais faire et tout. Bon, il y a quand même une petite contrainte, c'est qu'il faut accepter de louer sa voiture. Donc il faut accepter pour celui qui est à son Audi A3 flambant neuve, qui vient de nettoyer, de dire je la laisse à quelqu'un avec les clés. Voilà, il
il y a quand même Est-ce que vous l'avez remarqué, ça, qu'il y a un côté très personnel du lien des gens avec leur voiture? Est-ce que c'est si facile que ça de laisser sa voiture en partage? Alors, vous avez pris l'exemple d'une autre marque, mais vous auriez pu prendre Citroën Oui. comme marque. J'ai fait exprès d'en prendre. Donc je vous réponds pour Citroën. Alors non, il est clair que tout le monde ne va pas le faire. On s'en doute bien. La voiture, le lien à la voiture est toujours un lien qui est assez particulier, déjà qui est émotionnel, qui est affectif. C'est une extension de soi, la voiture, intention de dire. C'est un objet assez particulier, hein, parce que votre corps s'adapte à votre voiture. C'est un des seuls objets. C'est-à-dire que si vous avez une petite voiture, pour la garer, vous allez visualiser et votre corps va prendre la forme de votre voiture. Si vous avez une voiture plus grosse, vous allez faire la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une fusion qui est quand même très forte entre sa voiture, qui est une continuation de soi, de son habitat, l'image sociale, etc. Donc tout le monde ne le fera pas. Ceci étant dit, la tendance est suffisamment forte pour qu'il y ait quand même beaucoup de clients qui mettent leur voiture comme ça en location et qui en tirent profit. Donc c'est une tendance de fond qui est importante, qu'on ne peut pas ignorer, et c'est important d'y répondre, et c'est important d'y être. On ne va donc pas basculer d'un système complètement à l'autre, c'est-à-dire que toutes les voitures ne vont pas se retrouver en location demain. Il y aura encore des propriétaires qui ne prêteront pas leur voiture. Il y en a déjà qui ne les prêtent pas à leurs femmes, hein, déjà, ou à leurs enfants, donc c'est encore bon. Ça reste un objet très personnel. Néanmoins, encore une fois, les nouvelles générations arrivent et ont une vision aussi différente et parfois plus ouverte qui fait qu'il y a quand même un gros marché là-dessus et qu'il est important de saisir. Est-ce que vous pensez même plus largement tous les deux que l'accès, le fait d'avoir une voiture, ça va devenir un luxe à soi même, d'avoir quelque chose à soi, ça va devenir un luxe que désormais tout sera en partage? Moi, je suis intimement convaincu qu'il y a deux segments très forts qui peuvent émerger. Un segment de personnes qui sont vraiment dans la consommation, dans le bénéfice immédiat d'avoir accès à une voiture pour une durée extrêmement déterminée. Donc vraiment un segment là-dessus, sur la consommation, l'intérêt économique et la value for money immédiate. Et un segment beaucoup plus plaisir, qui sera probablement plus haut de gamme, de gens qui ont un rapport à la voiture qui est plus engagé, qui est beaucoup plus expérientiel et qui est beaucoup moins utilitaire. Mon feeling profond, c'est que sur le premier segment, il y a vraiment un énorme espace pour développer les usages d'autopartage. Sur l'autre, ça sera beaucoup plus restreint. Voilà. Ça a été facile pour vous de travailler avec un... C'est vous qui aviez l'idée à l'origine de partager, de s'associer avec une marque? Vous me disiez, Mathieu Bellamy, tout à l'heure en off, que ça avait été quasiment un coup de foudre. On pourrait s'attendre à ce que ça ait été des discussions difficiles entre vous. Finalement, ça a été quasiment instantané. Vous avez dit, c'est bon, on a trouvé. Oui, parce que ça répondait encore une fois à ce qu'on observait sur les tendances de consommation. Donc, je veux dire, le positionnement de Trip and Drive était dans un autopartage qu'on va appeler sélectif, c'est-à-dire que ce sont des clients qui ont leur propre voiture et ce sont des voitures qui sont suivies, etc. On n'est pas dans des grosses masses et du coup, c'est quelque chose qui vraiment encore une fois, nous intéressait. Ensuite, le fait nous, on ne peut pas tout faire non plus. C'est-à-dire que les grosses entreprises ont des gros avantages, on va dire, structurels, parce qu'il y a des gros, il y a beaucoup de points de vente, il y a 10 000 points de vente pour Citroën, on est présent dans 100 pays. La contrepartie, c'est que pour être à la fois adaptable, agile et flexible, des fois, c'est plus compliqué. Donc le fait de pouvoir justement travailler avec des sociétés, des startups plus agiles, plus jeunes et plus modernes, ça nous permet de saisir les tendances le plus rapidement possible. Donc en effet, coup de foudre, oui, parce que c'était en lien avec notre positionnement et c'était des jeunes qui avaient une bonne idée qu'on pouvait déployer de façon opérationnellement assez rapidement. Ouais. Donc on est venu avec une idée assez claire, assez précise, avec un vrai projet de mise en œuvre. On est arrivé à un moment stratégique où PSA et particulièrement Citroën décidaient de s'engager à ce moment-là. Donc c'est l'opportunité, c'est la rencontre d'une bonne idée au bon moment qui a permis d'avancer assez vite. Voilà. Oui, ça vient dans une réflexion plus globale des constructeurs automobiles qui se disent il va bien falloir qu'on change de stratégie, de trouver un nouveau moyen, de s'adapter aux nouveaux usages de consommation. C'est ça. Alors en fait, il va falloir qu'on complète notre stratégie parce que ça fait un siècle qu'on vit sur la même. C'est-à-dire que l'industrie automobile, c'était assez simple. Le mode de distribution n'a pas évolué depuis une centaine d'années. Là, on s'aperçoit que les choses changent très vite. Vous avez donné l'exemple d'Uber. On voit à quel point même des systèmes établis pendant longtemps peuvent basculer du jour au lendemain.
et ceci en plus dans tous les pays. C'est-à-dire que, encore une fois, ce n'est pas spécifiquement dans une région, c'est-à-dire que finalement l'ensemble du monde adopte ces nouvelles façons de consommer. Donc c'est là où on se pose des questions, en se disant il faut qu'on soit partout, et il faut qu'on soit dans toutes les attentes des clients, parce qu'en plus les attentes maintenant elles sont variées. C'est-à-dire que on s'aperçoit que les clients vont avoir envie à un moment de louer, d'acheter, de prêter, de covoiturer, etc. Donc et tout ça, ces nouvelles envies, ces nouvelles offres, fait que nous devons sortir de notre stratégie historique, on va dire, de constructeurs-vendeurs, pour se dire on doit aussi pouvoir proposer de la mobilité, de la location, etc. etc. Donc en effet, cette évolution extrêmement rapide de ces dernières années des modes de distribution nous font réfléchir et nous poussent à bouger. Et pour bouger le plus rapidement possible, on regarde ce que créent les startups, clairement, puisque ce sont ceux qui bougent le plus vite possible. Et nous, on cherche l'effet de levier. Voilà, d'où un partenariat, comme on a l'habitude de dire, gagnant-gagnant. On dit c'est un peu galvaudé. N'empêche que c'est la réalité. Vous disiez, vous n'auriez pas pu, vous, Citroën, sortir ce projet tout seul. Il vous fallait travailler avec une start-up qui est plus flexible, plus agile, qui est plus jeune aussi, qui a peut-être... cette collaboration, elle est devenue finalement indispensable au développement avec des start-up. Alors il y a deux choses, je crois, quand on est une grosse entreprise comme la nôtre. C'est en effet, la rapidité et le délai de mise en œuvre, c'est-à-dire qu'on est toujours pénalisé face aux startups, ça c'est clair. Et donc le but, c'est justement d'utiliser les startups pour y arriver le plus vite possible, parce que nous, il y a tout un tas de processus historiques entre les achats, le marketing, la communication, les chefs de projet, etc., qui prennent du temps. Donc ça, on voulait s'en passer. Et puis il y a un deuxième biais aussi qui est extrêmement important, c'est la vision que nous, on peut avoir de l'intérieur de notre entreprise. C'est-à-dire qu'on a forcément une vision qui est déformée du fait de travailler pour une marque qui fait ses voitures et qui les vend. Et donc le fait d'avoir des jeunes qui déjà ne sont pas Citroën, on va dire, à l'origine, ça permet d'avoir une autre vision, une vision probablement beaucoup plus objective sur les désirs du client. Le risque, c'est que nous, c'est ce que j'avais appelé en interne, on digitalise le passé, c'est-à-dire qu'on passe son temps à améliorer ce qu'on faisait avant. Alors que là, on ne cherche plus seulement à améliorer ce qu'on fait avant. On cherche à avoir une rupture dans les comportements et offrir quelque chose de différent. Et vous apercevez que finalement, ceux qui vous apportent la différence, ils sont à l'extérieur de votre entreprise. C'est-à-dire c'est très dur à l'intérieur de la même entreprise de dire ce qu'on a fait depuis 100 ans, on va essayer de le mettre de côté, on va faire différemment. Donc voilà, l'apport justement de sociétés extérieures, il est double. Il est sur la rapidité et il est surtout, je crois, sur l'objectivité de la réalité et notamment des clients. Oui, en fait, on arrive avec des idées. Et si elle match avec la personne avec qui on discute, enfin le partenaire avec qui on discute, on a une capacité à exécuter les idées et à contraindre en fait le gros partenaire d'essayer d'accélérer à notre rythme, qui est assez étonnante quand les équipes suivent évidemment. Et nous chez Citroën, c'est vraiment la manière dont on fonctionne jusqu'à présent et dont on a réussi à fonctionner, c'est de contraindre les équipes à suivre notre rythme et non pas nous de nous contraindre à notre rythme. Et là, en fait, c'est très simple. Quand on commence à discuter sur un projet, on fixe un délai. Et on le fera sans eux s'ils n'arrivent pas à le faire avec nous au même rythme. Voilà. Et résultat, grâce à l'organisation que Citroën a mis en place, notamment pour gagner en agilité, grâce aux gens qui nous ouvrent des portes de traverse au sein du groupe, on arrive à mettre rapidement en place les projets et à leur donner de l'envergure. Voilà. Vous y arrivez encore, même si vous êtes lancé il y a 3 ans, mais vous devez justement, j'imagine, grossir, vous développer pour justement pouvoir assurer cette collaboration. Et ça reste encore facile d'aller vite quand on se développe. On reste une toute petite structure. On est 14 au sein de l'équipe. Les boucles de décision, elles sont immédiates. On a un modèle économique qui fonctionne, on a un bon développement sur l'activité. Donc notre enjeu, c'est de trouver des leviers pour accélérer plus vite. Et à partir du moment où on est sur des projets qui sont extrêmement concrets, on arrive à les exécuter très très vite, ouais, bien sûr. Heureusement d'ailleurs. Donc pour le moment, c'est testé le projet était testé dans 3 succursales. C'est ce qu'on a lancé au mois de mars, oui, dans 3 succursales, parce qu'il y avait des portes ouvertes, en fait. Et du coup, ça nous intéressait de voir
en direct, en vrai, avec les clients qui viennent, comment ils réagissent. Et du coup, il y avait des gens de chez Trip and Drive qui étaient chez nos concessionnaires, qui accompagnent aussi. Parce que la même chose, c'est un changement de métier pour les concessionnaires aussi. C'est-à-dire que ça fait aussi 100 ans que le vendeur est habitué à vendre sa voiture avec un crédit, une fois sur deux, etc., etc. Là, on lui dit, attends, il y a une offre en plus à rajouter. Vous savez que s'ils ne maîtrisent pas complètement, ils vont plutôt hésiter. Donc là, on avait évidemment l'aide de Trip and Drive qui permettait de pousser l'offre jusqu'au client final. Donc on l'a testé, on voit que ça marche bien, c'est-à-dire que les clients sont réceptifs, que les clients et les médias, c'est-à-dire que les médias aussi en ont beaucoup parlé sur le moment, en disant hein, c'était justement une rupture, on va dire un peu enfin dans la distribution automobile, une vraie innovation. Et puis, ce qui va paraître peut-être évident aujourd'hui, elle n'était pas il y a quelques mois ou quelques années, mais on parlait d'Internet en disant on ne se souvient plus comment c'était avant sans Internet. Ça paraît inimaginable qu'un jour ça n'ait pas existé. Voilà, ça va finir par rentrer dans les mœurs et après on se dira mais comment on faisait avant si jamais on voulait acheter une voiture et qu'on ne pouvait pas la rentabiliser. Voilà, donc la révolution, en fait... En fait, je ne suis pas sûr qu'on le degré de non-digitalisation de l'industrie automobile est juste hallucinant. Non mais, enfin, c'est en toute amitié. Hein. On ne peut pas acheter une voiture autrement que par un concessionnaire. Enfin, il y a BMW qui a lancé une nouvelle marque pour pouvoir se détacher de cette contrainte et vendre des voitures sur le net. Mais c'est complètement... c'est pas faisable, quoi. Donc arriver à mettre en place des modèles qui permettent d'avoir accès à une voiture en la commandant sur Internet, c'est juste complètement disruptif pour toute l'industrie automobile, quoi. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire, tout à fait. Voilà, donc rappelez-nous, est-ce que ça va être développé déjà dans d'autres villes que Paris ? Nantes ? Le service existe dans 50 villes en France, donc il est un peu partout. Après, l'offre qu'on a faite avec Citroën, pour l'instant, elle a été circonscrite à Paris, intramuros. Et on va continuer à la développer sur Paris intramuros parce qu'on a une volumétrie et une capacité à éprouver avec du volume les modèles, et on les déploiera ensuite en France. Plus tard. Oui. Est-ce que, François-Xavier, je vois que vous avez plein d'idées sur... on n'est qu'au début de la révolution de l'autopartage et de l'association avec les constructeurs, avec les concessionnaires ? En fait, il suffit de regarder... pour moi, il ne s'est rien passé pendant 100 ans, comme vous venez de le dire. Depuis 10 ans, les constructeurs automobiles regardent la mutation qui est en cours. En 3 ans, Uber a pris une envergure qui est tellement hallucinante et qui risque de les remettre au stade de fournisseurs secondaires de voitures, complètement désintermédiés du client. Enfin, s'il y a des voitures autonomes et que Uber contrôle l'accès à la voiture, les constructeurs automobiles ne sont plus des fournisseurs de second rang. Maintenant, ils ont décidé d'accélérer les choses. Et si on regarde les modèles qui ont existé jusqu'auparavant, la location entre particuliers co, les volumes qui sont atteints sont juste anecdotiques. Si on prend Drivey ou Wicar, on est sur 70 000 voitures cumulées. Il y a 2 millions de VN qui sont vendus tous les ans, il y a 5 millions de VO qui sont vendus tous les ans. Le parc français, c'est 38 millions de voitures. Donc la révolution de la consommation de la voiture, elle est juste à ses débuts, quoi. Voilà. Je pense que les modèles qui vont vraiment disrupter la manière dont on a accès à la voiture et dont on la consomme, ils sont en train d'être créés, ils sont peut-être pas encore créés, mais on en est vraiment qu'au début, quoi. Et vous avez déjà des idées, vous ? Oui, on a des bonnes idées. Oui, tout à fait. Sans rentrer, sans vous mettre en porte-à-faux, il y en a certaines dont vous pouvez déjà nous parler ? Comme ça, dans vos rêves les plus fous ? J'ai commencé à en évoquer une. Le fait de pouvoir accéder, avoir sa propre voiture juste pour 100 jours par an, et donc de ne porter qu'une fraction du coût, qu'une fraction des contraintes de la voiture, c'est complètement révolutionnaire, je pense. Et ça marche bien avec tout ce qui est assurance, tout ce qui est derrière, en fait, paperasse. L'automobile, c'est un secteur qui est compliqué, donc il y a énormément d'acteurs à impliquer. Mais une fois que les acteurs sont impliqués, que les planètes sont alignées et que vous maîtrisez l'écosystème dont vous avez besoin pour faire fonctionner le service, ça marche très bien. Ouais.